Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir introduire la première session de l'ATA 2020 sur l'état des lieux des connaissances scientifiques relatives à l'évaluation des ressources et de leur criticité en ACV. Ma présentation se veut assez générale et elle se focalisera sur les ressources minérales abiotiques. Après quelques éléments de contexte et un panorama des différents types de méthodes disponibles pour évaluer les ressources et leur criticité en ACV, j'évoquerai les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour bien prendre en compte le critère ressources tout au long du déroulement d'une étude ACV. Ces bonnes pratiques ont été définies dans le cadre d'un projet de recherche collaboratif du réseau EcoSD qui a été mené en collaboration avec PSA et Orange. Je ferai en particulier un focus sur les points de vigilance à avoir lorsque l'on traite de la question des ressources dans une ACV. Alors pourquoi s'intéresser aux ressources? Vous n'êtes pas tous sans savoir que nous faisons un usage croissant des ressources minérales abiotiques dans un contexte où ces dernières sont limitées. L'usage des ressources minérales a pris son essor à partir du début du 19e siècle avec l'avènement de la première révolution industrielle et notamment celle des machines à vapeur. Puis elle s'est accentuée au cours du XXe siècle avec la seconde révolution industrielle et l'apparition de l'automobile et du chemin de fer. Puis de nos jours, le déploiement des énergies renouvelables et du numérique sont à l'origine de la troisième voire quatrième révolution industrielle qui utilise de plus en plus de ressources, que ce soit en quantité ou bien en termes de diversité des ressources utilisées. Ainsi, certains secteurs piliers de la dernière révolution industrielle sont de plus en plus concernés par la question de l'épuisement des ressources métalliques. Le secteur des technologies de l'information et de la communication, par exemple, nécessite une quantité importante de ressources. Comme vous le voyez sur ce graphique, plus de 50% de la production de tantale, d'indium ou de gallium sont utilisés par ce secteur. 20% de la production mondiale de lithium et des terres rares sont également utilisées par ce secteur. Ces ressources ont la particularité d'être classées comme critiques par l'Union européenne, c'est-à-dire que leur risque d'approvisionnement est élevé au regard de leur importance pour les secteurs économiques concernés. On retrouve ainsi sur le graphique d'autres ressources critiques telles que le germanium, ici le silicium, ou le platine. Un autre secteur fortement concerné par l'épuisement des ressources est le secteur de la mobilité, notamment avec l'avènement des véhicules électriques. Ainsi, certains auteurs estiment que les quantités de ressources nécessaires en 2030 pour le transport à l'aide de véhicules électriques vont représenter 318 millions de tonnes de cuivre, représentant 58% des réserves disponibles, dont 31% sont destinés à la fabrication des batteries, notamment. Également, 8 millions de tonnes de lithium, toujours destinées à la production des batteries lithium-ion, seront utilisées, mais par contre, ces quantités nécessaires représentent quasiment le double des réserves disponibles à l'heure actuelle. Et enfin, 66 millions de tonnes de nickel et 20 millions de tonnes de zinc seront aussi nécessaires pour la fabrication des batteries sodium-ion et zinc-air. Un autre secteur concerné par l'épuisement des ressources est le secteur agricole, avec notamment une ressource non métallique d'importance pour l'agriculture qui est le phosphore. En effet, à la différence des engrais azotés qui sont synthétisés à partir de l'azote atmosphérique, les engrais phosphatés sont majoritairement produits à partir des gisements de roches phosphatées. Or, le phosphore est aussi classé par l'Union européenne comme critique, car 86% de ses réserves sont contrôlées par seulement 6 pays, tous hors de l'Union européenne. Comme vous pouvez le voir sur ces deux graphiques, la production et la consommation d'engrais phosphatés à l'échelle mondiale n'a pas cessé d'augmenter depuis les années 60, avec un rebond et une accélération de la production et de la consommation à partir des années 2000, notamment dans les pays asiatiques. Cette consommation croissante entraîne donc un risque de pénurie. Certains auteurs ont estimé que la pénurie en phosphore se produirait d'ici un siècle, mais l'apparition de nouveaux gisements
et donc une augmentation des réserves de phosphore disponibles ont permis de rallonger la pénurie à d'ici 3 siècles. Afin de pouvoir agir pour réduire la pression des activités humaines sur les ressources minérales, il est nécessaire de pouvoir disposer d'outils permettant de quantifier leur épuisement. C'est ce que permet de faire la méthode d'analyse de cycle de vie, qui est une méthode permettant d'évaluer les impacts environnementaux d'un système sur l'ensemble de son cycle de vie sur la base d'un inventaire des flux entrants et sortants du système étudié. Ces flux sont ensuite traduits en impact potentiel sur l'environnement au moyen de facteurs de caractérisation. La question de l'évaluation des ressources minérales comme indicateur d'impact en ACV a été abordée par la communauté scientifique au cours des 20 dernières années avec de très riches contributions. Toutefois, le caractère complexe de la notion de dommage sur les ressources et le manque de consensus sur la manière de le quantifier a fait émerger une multitude d'indicateurs d'impact reposant sur des principes et des fondements. Donc, si on dresse un panorama des méthodes de caractérisation de l'épuisement des ressources en ACV, il existe une grande diversité de méthodes, chacune s'intéressant à un élément de la chaîne de causalité que vous voyez représenté sur ce schéma. Ce schéma est tiré des travaux de l'UNEP-CETAC. Et en fait, vous y voyez d'une part les ressources minérales abiotiques qui sont présentes dans la lithosphère. Puis à partir du moment où les ressources sont extraites par les exploitants miniers, en fait, elles rentrent dans la technosphère. Donc ces ressources vont être utilisées pour la fabrication des produits qui peuvent être recyclés. Et donc dans ce cas-là, les ressources ne sortent pas du stock anthropogénique. Elles peuvent être aussi mises en décharge ou bien les ressources peuvent être récupérées. Et dans ce cas-là, ça ne sort toujours pas du stock anthropogénique. Par contre, quand les ressources sont dissipées, elles retournent dans la lithosphère et donc elles sont perdues. Donc vous voyez en fait aussi sur ce schéma en bleu les flux de ressources entre la lithosphère et la technosphère. Donc les méthodes de caractérisation en ACV, elles ont été classées par le Joint Research Center et par l'UNEP-CETAC en 3 grandes catégories selon le type de modélisation sur laquelle elles sont basées. Donc la première catégorie de méthodes propose une approche basée sur la thermodynamie, mettant en avant la perte de propriétés utiles au moyen de l'exergie. C'est le cas notamment des méthodes CEN pour Cumulative Exergy Extracted from the Natural Environment et CEDX Cumulative Exergy Demand. Ensuite, la seconde catégorie de méthodes que l'on peut rencontrer en ACV est basée sur une quantification physique de l'épuisement des ressources. Donc l'épuisement est calculé sous la forme d'un ratio basé sur le taux d'extraction de la ressource ramené aux réserves disponibles de cette dernière. On dispose donc ainsi de méthodes permettant d'évaluer l'épuisement au regard de la part des réserves économiquement disponibles. Donc c'est le cas de la méthode CML-IA basée sur les bases de réserves ou sur les réserves économiques, mais également des méthodes qui permettent d'évaluer l'épuisement des ressources au regard de l'ensemble des quantités présentes dans la couche terrestre, ce que l'on appelle les réserves ultimes. C'est notamment le cas de la méthode CML-IA basée sur les réserves ultimes. La troisième catégorie de méthodes est basée sur les efforts énergétiques et économiques futurs qu'il faudra consentir pour aller chercher la ressource dans des endroits moins accessibles ou dans des gisements présentant une concentration moindre. C'est le cas notamment de la méthode RECIPE de 2008 et 2016. Enfin, de nouvelles méthodes
permettant d'évaluer la criticité des ressources ont vu le jour, notamment en intégrant des critères relatifs au risque d'approvisionnement pour un pays ou un territoire. Donc c'est le cas de la méthode GeoPolRisk qui vous sera présentée par Guido Sonnemann tout à l'heure. Et également, dernier développement méthodologique qui repose sur la prise en compte de la dissipation comme un indicateur de l'épuisement des ressources. Et ces travaux sont réalisés dans le cadre de la thèse d'Alexandre Charpentier-Poncelet, qui interviendra par la suite avec Antoine Bello du BRGM. Comme vous avez pu le voir, les méthodes de caractérisation de l'épuisement des ressources en ACV sont nombreuses et il n'est pas forcément aisé de s'y retrouver et de savoir quelle méthode choisir. Aussi, l'INRAE, le groupe PSA et Orange ont proposé un projet de recherche collaboratif dans le cadre du réseau EcoSD qui visait à identifier quelles étaient les bonnes pratiques à prendre en compte pour évaluer l'impact des ressources minérales biotiques dans les ACV. Ce projet a été mené en collaboration avec d'autres membres du réseau EcoSD, que sont ArcelorMittal, le BRGM, EVA Conseil, l'IFPEN, RTE, Scorelsier, le CEA et le groupe CIVI de l'Université de Bordeaux qui ont contribué à la rédaction d'un guide de bonnes pratiques qui est disponible sur simple demande auprès de moi-même. Donc les bonnes pratiques que nous avons proposées reposent sur une démarche méthodologique sous la forme d'un arbre de décision en 5 étapes. Donc les 2 premières étapes consistent à réaliser une ACV screening et à interpréter les résultats de cette ACV en poursuivant 3 objectifs. D'une part, déterminer les flux de ressources minérales à prendre en compte. Donc, quelles sont les ressources qu'il faut prendre en compte pour faire notre ACV. Déterminer les procédés à prendre en compte qui vont mobiliser ces ressources et analyser là où les méthodes les plus pertinentes pour l'étude. La 3e étape va consister à réaliser l'ACV à proprement parler selon les 4 étapes de la norme. Ainsi, en plus des éléments classiques que l'on retrouve dans cette étape, comme la détermination de l'objectif de l'étude, les frontières du système ou de l'UF, les bonnes pratiques pour la première étape de l'ACV vont être de réaliser une règle de coupure basée sur la pertinence environnementale des flux de ressources minérales qui ont été identifiés dans l'étape 2.1. Ensuite, ce sera de définir des scénarios contrastés qui vont présenter une sensibilité sur l'impact des ressources minérales en lien avec la détermination des procédés à prendre en compte de l'étape 2.2. Et enfin, de choisir la méthode la plus appropriée au regard de l'objectif de l'étude et aux problèmes évalués en lien avec l'étape 2.3. Et enfin, quelque chose qui est aussi important quand on parle des ressources, c'est de positionner l'objet d'étude par rapport à l'horizon temporel, puisque en fonction de si on veut avoir un questionnement de l'épuisement des ressources à long terme ou à court terme, on ne va pas utiliser la même méthode. En général, la difficulté associée à cette étape repose sur le choix de la méthode la plus pertinente à utiliser au regard des objectifs de l'étude et du périmètre évalué. Donc afin d'aider les praticiens à choisir la méthode la plus pertinente, nous avons identifié un certain nombre de points de vigilance à avoir et proposé quelques recommandations. Donc un premier point à avoir en tête pour choisir cette méthode, c'est qu'il faut s'assurer que la méthode d'évaluation que l'on va choisir soit en adéquation avec les ressources répertoriées dans l'inventaire du cycle de vie. Alors, cela semble évident comme cela, mais en fait ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les ressources ne disposent pas de facteurs de caractérisation et certaines d'entre elles ne peuvent pas être évaluées si on ne choisit pas la méthode adéquate. Donc sur ce tableau périodique des éléments, vous retrouverez les ressources métalliques sur la gauche et au centre, et non métalliques sur la droite. Et en fait, en rouge, là, dans les petits carrés, dans les petits coins des carrés, vous retrouvez
l'ensemble des ressources considérées comme critiques par l'Union européenne. Donc là, les ressources prennent en compte la mise à jour de la liste qui a été faite par l'Union européenne en 2020. Donc si on s'intéresse maintenant à quelques méthodes ACV couramment utilisées, on se rend compte que certaines méthodes évaluent plus d'une cinquantaine de ressources, tandis que d'autres ne vont en évaluer qu'une douzaine. Ainsi, les méthodes basées sur les approches thermodynamiques, qui sont la méthode SEN et la méthode cumulative exergé-demand, évaluent essentiellement les minéraux de transition et quelques ressources, les métaux pauvres et quelques ressources non métalliques comme le phosphore ou le fluor. Les méthodes basées sur l'approche d'épuisement physique des réserves évaluent quant à elles une grande partie des métaux de transition, l'ensemble des métaux pauvres et quelques ressources non métalliques. Donc ici, là vous voyez les ressources qui sont évaluées par la méthode CML en prenant en compte et qui sont valables où on a des facteurs de caractérisation par rapport aux réserves ultimes, aux bases de réserve ou aux réserves économiques. Par contre, concernant cette méthode, il y a d'autres ressources qui ne sont évaluées que sur la base des réserves ultimes, comme le sodium, le magnésium, le gallium. Ensuite, il y a d'autres méthodes comme la méthode AADP, qui est une méthode en fait qui en plus des réserves présentes dans la lithosphère, va prendre en compte les ressources que l'on trouve dans les stocks anthropogéniques. Et on voit qu'en fait, elles se superposent assez bien à la méthode, aux ressources qui sont aussi évaluées dans la méthode CML. Enfin, si on prend les méthodes la dernière catégorie de méthodes de caractérisation en ACV, qui évaluent les efforts futurs à consentir pour extraire les sources. Donc on se rend compte, par contre, que par exemple la méthode Eco-Indicator et son évolution méthodologique, qui est la méthode Impact 2002+, évalue très peu de ressources et essentiellement des métaux de transition. Tandis que la méthode Récipé, qui a été mise à jour très récemment, elle va évaluer une grande partie des métaux de transition, l'ensemble des métaux pauvres et des métalloïdes et quelques ressources non métalliques, ce que ne faisait pas la méthode précédente, Récipé 2008. Donc pour choisir la méthode la plus pertinente, il faut également se poser les bonnes questions. Pour cela, il est conseillé de se référer aux travaux de l'UNEP-CETAC, où les membres du groupe de travail sur l'impact des ressources ont établi des recommandations en fonction de deux grands types de questionnements. Le premier repose sur l'impact de l'usage actuel des ressources sur la disponibilité de ces dernières. Pour les générations futures. Donc les méthodes recommandées sont classiquement utilisées dans les méthodes ACV environnementales, type CML, Récipé, LIME2 et SEN. Et le second questionnement repose sur l'impact que va avoir une moindre disponibilité des ressources du fait de leur rareté ou des risques d'approvisionnement pour un système de produits. Donc les méthodes proposées ont une approche plus large car elles prennent en compte des aspects relatifs à la criticité des ressources mais également à l'analyse de la durabilité du cycle de vie. Enfin, un dernier point va consister à s'assurer que le logiciel ACV utilisé dispose de la méthode de caractérisation choisie et inventorie les flux de ressources concernées. En effet, les méthodes de caractérisation sont implémentées de façon différente dans les logiciels classiquement utilisés en ACV. Mon objectif ici n'est pas de rentrer dans le détail parce que vous aurez, c'est beaucoup plus détaillé dans le guide de bonne pratique.
Mais par contre, on peut prendre un exemple de deux méthodes que sont la méthode AADP, qui est seulement disponible pour l'instant dans le logiciel Gabi, du moins au moment où l'étude a été réalisée, et Impact WordPlus, qui est uniquement disponible pour l'instant dans OpenLCA. Enfin, pour revenir à notre démarche méthodologique, les bonnes pratiques vont consister à quantifier les incertitudes lors de la phase d'inventaire, à appliquer là où les méthodes les plus pertinentes au regard des ressources à évaluer et à réaliser des analyses de sensibilité au sein des méthodes choisies lors de la phase d'interprétation. Les résultats de l'ACV devront ensuite être discutés au regard des points de vigilance mentionnés précédemment et il sera laissé aux praticiens le choix de compléter l'analyse avec d'autres indicateurs, par exemple relatifs à la criticité ou à l'efficience des ressources. Au final, le guide de bonne pratique que nous avons produit est disponible sur demande et reprend de manière plus détaillée l'ensemble des points présentés aujourd'hui avec des applications sur des cas industriels. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je suis disponible si vous avez des questions.